D'accord, pas d'accord, la deuxième partie avec notre invité aujourd'hui, Gaspard Koenig. Bonjour, merci, Bonjour. bonsoir même, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe et vous êtes, c'est officiel, donc candidat à l'élection présidentielle. Vous avez 39 ans et vous avez pour but de réduire par 100 le nombre de normes que vous présentez comme une prison bureaucratique. Alors, je précise qu'il y a 75 codes, 330 000 textes, ça fait beaucoup de chiffres, pardon, donc je recommence. 75 codes, 330 000 textes, bref, beaucoup de paperasse, des lois qui réglementent de plus en plus l'aspect de vie des Français, mais les normes, c'est pas vraiment sexy. Est-ce que c'est vraiment le bon angle d'attaque ? Effectivement, c'est pas sexy et c'est pour ça que ce sujet n'est jamais abordé politiquement comme une priorité. C'est pour ça qu'on le trouve jamais véritablement discuté sur les plateaux télé ni à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que depuis 50 ans, on fait des commissions de simplification qui servent à rien parce qu'on ne les met pas au bon niveau politique. Et moi, à force de sillonner le territoire, d'abord à cheval, puis à pied, en train, ça fait quand même 2 ans que je me déplace beaucoup au cœur de la France. En parlant aux gens, tout simplement, je me suis rendu compte que c'était ça leur priorité numéro 1. Que les gens ne parlent pas de Macron, ils ne parlent pas du gouvernement, ils ne parlent pas de cuisine politicienne, ils ne parlent pas de la plupart des sujets macroéconomiques qu'on entend à longueur de journée. Ils parlent de tel article du Code rural, ils parlent de telle instruction de la préfecture qui les empêche tout simplement de vivre, qui les empêche d'aller jusqu'au bout de leur métier, de leur vie associative. Quand on pense aux maires ou aux petits élus, ça les empêche de prendre la moindre initiative dans leur commune. Bref, les Français sont pleins d'énergie. C'est au fond un message de confiance qui est de dire laissez un peu de liberté aux gens. Et vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites, qui pourraient passer au niveau légal et qui pourraient devenir des initiatives construites. C'est-à-dire que ce sentiment sur le fait que les Français aiment bien être accompagnés, c'est totalement faux ? Mais il y a 2 manières d'accompagner. Soit de manière inconditionnelle, en mettant en place des institutions qui fait qu'on donne aux gens les moyens de leur propre autonomie. Donc, par exemple, ça va être donner de l'autonomie locale aux collectivités. Ça va être donner un revenu universel plutôt que toute cette bureaucratie sociale de RSA qui marche mal parce que précisément, il y a des conditions, il y a des contrôles, il y a les insiders qui en récupèrent trop, les outsiders qui n'ont pas accès aux droits, plus d'un tiers selon le dernier rapport de la Cour des comptes. Ou bien vous protéger justement et vous accompagner de manière inconditionnelle, universelle. Voilà. Et donc vous voyez que derrière, effectivement vous mettez le doigt dessus, derrière ce thème de la simplification, il y a tout un projet de société. Parce que simplifier au fond c'est revenir sur 2 siècles de jacobinisme, c'est revenir sur cette passion de la norme et de la verticalité, de l'instruction, de l'infantilisation qu'on a vu au grand jour pendant cette crise sanitaire. Et c'est faire confiance au plus petit échelon. Ça vaut pour l'administration publique, ça vaut aussi pour l'entreprise privée qui elle-même génère ses process et qui déshumanise le travail. Et redonner une sphère d'autonomie aux gens, c'est ce dont ils ont le plus besoin aujourd'hui pour reprendre leur destin en main. Quand vous lisez des livres de Dan Niva, par exemple, qui elle aussi est une journaliste qui va sur le terrain, qui a passé des semaines dans des villes moyennes pour parler aux gens, eh bien c'est ce qui ressort également de son livre et ce n'est pas une surprise. Les gens ont l'impression d'être dépossédés de leur destin par des algorithmes et des règlements qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'ils vivent. Charlotte. Alors justement, vous dites réduire par 100, enfin, voilà, bon, j'imagine que c'est une image, mais Non. comment est-ce que justement vous choisissez... En fait, là où vous avez raison, c'est qu'on parle très peu de ce sujet, que sur le terrain, on n'entend parler que de ça. Ça, c'est parfaitement vrai. Mais peut-être aussi parce que les normes, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Demain, vous êtes élu, vous vous attaquez à quoi en premier et comment très exactement, en fait ? Exactement. Eh bien, nous avons, à la suite de ces divers tours de France, j'ai réuni des juristes et avec l'un d'entre eux, Nicolas Gardère, j'ai coécrit ce livre « Simplifions-nous la vie » avec une proposition très claire de méthode pour réduire par 100 le nombre de normes. Ce n'est pas une image, c'est possible. Et c'est possible parce que nous l'avons déjà fait dans notre histoire sous le premier consul. Et c'est pour ça que nous avons nommé notre projet Portalis, parce que Bonaparte avait nommé un certain nombre de juristes, dont Portalis, en leur disant maintenant, sur ce magma incompréhensible du droit féodal, vous me refaites quelque chose de simple. Napoléon dit dans les Mémoires de la Case que c'est cette simplicité qui est au fond la masse de granit sur laquelle il a pu fonder la France et qui a mieux fait pour la France que toutes les lois qui l'ont précédée. Alors comment on fait ? Comment on a mal fait jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, on fait des commissions de simplification, une fois qu'on a fait tout le reste, qu'on a déjà rajouté plein de strates bureaucratiques, qu'on a créé des lois qui sont maintenant inapplicables sur le territoire, donc on peut toujours discuter de ci ou de ça, tout ça n'a plus aucun effet, le pays glisse dans la semi-anarchie parce que ce truc-là est juste devenu incompréhensible et ubuesque. Donc, ce qu'on fait, ce qui ne marche pas, c'est qu'on prend les normes et on dit laquelle on enlève, puis on réunit quelques spécialistes et puis ils se battent là-dessus, ils en enlèvent une et pendant ce temps-là, il y en a 4 qui sont revenus par la fenêtre. La méthode qu'on propose, elle est tout à fait différente et c'était la méthode de Portalis. On ne se demande pas quelle norme on enlève, mais quelle norme on garde.
Et on fait ce qu'avait fait Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen sur le droit du travail, donc c'est possible. On remonte aux principes, aux grands principes de chaque code. Chaque code peut être résumé en un nombre entre 50 et 100 principes, des grands principes, des principes intelligibles, compréhensibles par tous, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est peut-être un de nos plus beaux textes de droit, qui fait une page et qui organise véritablement la vie en société. Et on dit, eh bien voilà, seuls ces principes, ces grands principes, ont valeur législative. Et tout le reste, on dégage. Ça avait donné, vous prenez cet exemple de Badinter, ça avait donné véritablement un code du travail, ou plutôt un droit de défense des travailleurs? Mais c'est fait à droit constant. C'est-à-dire que ça n'enlève de droit à personne, ça n'en rajoute à personne. On prend le droit tel qu'il est, et on le met en français. Et la promesse, qui est quand même au fond à la fois extravagante et le minimum dans un état de droit, c'est que nul en effet n'ignore la loi, et nous nous engageons à ce travail, une fois terminé, on l'évalue à 2 ans, si c'est une vraie priorité politique, distribuer à chaque Français un livre, papier, qui contient le droit, qui régit la société dans laquelle il vit, et qui lui permet ensuite de faire tout ce que la loi n'interdit pas. Encore une fois, c'est le minimum, c'est la leçon de 1789, c'est comme ça qu'est constituée une société ouverte. Et ça permet justement d'éviter les injustices qui aujourd'hui se tissent entre ceux qui sont capables, à travers toutes sortes de cabinets d'audit, de juristes, d'experts comptables, d'avocats fiscalistes, de tirer leur épingle de ce labyrinthe normatif, et ceux qui, éloignés des centres de pouvoir et d'information, se prennent en face le mur, se trouvent dans une insécurité juridique permanente, et alors même que ce sont des honnêtes gens, finissent par se considérer aux yeux de l'État et de la loi comme des suspects. Alexandre. Oui, vous avez raison, la question des normes est une question réelle, mais je sais aussi que vous êtes un fervent européen. Je me souviens vous avoir commandé une tribune au moment du Brexit où vous insultiez copieusement les Brexiteurs. Or, l'Union européenne est une machine à produire des normes peut-être encore plus spectaculaires que l'administration française. Donc comment vous faites avec cette Union européenne-là ? Alors, dans notre analyse, c'est effectivement un point très important à considérer. Et dans l'analyse de mon équipe de juristes en droit public, aujourd'hui, vous avez globalement 10% des normes qui sont strictement issues du droit européen. Et le reste, c'est essentiellement de la surtransposition. On sait que la France est le pays qui surtranspose le plus, c'est-à-dire que sur la base de directives qu'on peut contester, mais qui dans leur écriture restent relativement générales et compréhensibles, se met à générer une norme surabondante. C'est particulièrement vrai dans le champ de l'agriculture. Et pour avoir parlé aux gens du ministère de l'Agriculture qui sont en charge de ce genre de procédure, ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc, je pense que, il y a des grands domaines du droit où aujourd'hui on peut faire le ménage dans le cadre européen, et que pour les autres, on peut déjà passer beaucoup de temps à enlever toutes les couches de surtransposition, qui reste un noyau dur de peut-être 10% du droit, mais qu'on a largement de quoi faire notre ménage en interne, et ensuite militer à Bruxelles pour que cette approche se fasse de manière plus européenne. Je tiens à préciser que Bruxelles a fait ce travail depuis 10 ans, et que depuis 10 ans, Bruxelles est plutôt en phase de déflation normative. C'est comme ça, ce sont les faits. Il y a de moins en moins de directives. Ça part de loin. Il y a de moins en moins de directives qui sortent. Enfin, je veux dire, il faut juste regarder les chiffres. Donc, je veux dire, la France... Voir le verre à moitié plein. C'est quand même la France et son modèle technocratique qui pose problème. Et encore une fois, c'est une question de société, parce que ce modèle-là, il correspond quelque part à un besoin, il correspond à une défiance de l'État vis-à-vis du citoyen et réciproquement. Et un modèle plus simple, c'est un modèle où on fait confiance. Et c'est quelque chose qui s'applique ensuite à tous les enjeux de la vie en société, et sur lequel on peut proposer des réformes qui se font à la fois à droit et à budget constant, donc qui ne vont pas tout chambouler, et qui sont en même temps très radicales, et j'oserais dire plus radicales que tout ce dont on entend parler aujourd'hui. Et nous proposons des choses sur l'entreprise, sur l'héritage, sur la solidarité, sur, bien sûr, l'organisation territoriale, sur le droit des animaux, sur le numérique. Sur l'héritage, ça m'intéresse justement, oui, parce que ça a l'air d'être quand même un sujet à la mode. On a vu que plusieurs candidats s'en emparent. Pourquoi justement vous ne le mettez pas sur le devant de la scène ? Eh bien, on l'a mis sur le devant de la scène, puisque précisément, on a réfléchi avec des experts et des économistes à savoir qu'est-ce que c'est que des droits de succession simplifiés à recette fiscale constante. C'est-à-dire, on dit il faut que l'État récupère à peu près les mêmes sommes qu'il récupère aujourd'hui. Comment on fait pour simplifier, pour démocratiser aussi l'héritage, parce qu'il y a quand même un fait qu'on ne peut pas nier, qui est que depuis 50 ans, la part de l'héritage dans la richesse individuelle est passée de 35% à 60%. C'est-à-dire que de plus en plus, on est en train de constituer une société de rentiers, où par son enrichissement propre, son mérite, on ne peut pas
au fond, compenser l'absence, par exemple, d'un héritage. Et ce qu'on dit, en fait, la clé de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, l'héritage, il est ultra fléché. Vous ne pouvez pas donner votre patrimoine à qui vous voulez, quand vous voulez. Et l'essentiel de ce qu'on propose, c'est que d'abolir toute notion de lien biologique dans l'héritage, c'est-à-dire que votre patrimoine... Vous donnez tout à Alessandro Devecchio, quoi. Je pourrais tout donner, par exemple, à Alessandro Devecchio, même si ça reste encore très improbable, mais en tout cas, j'en aurai le droit. Vous pouvez continuer à tout donner à vos enfants, évidemment. Vous pouvez donner à n'importe quel moment de votre vie. Vous êtes pas... C'est quand même bizarre cette idée qu'on attend la mort. On accumule, et on attend la mort pour se délester de tout. Ce serait quand même beaucoup plus sain qu'on puisse, au cours de sa vie, avec exactement les mêmes taux, si vous voulez, encourager les plus jeunes à se lancer dans l'activité, se délester au fond progressivement des biens matériels. Et donc ce que nous proposons, c'est d'harmoniser complètement la fiscalité entre les donations et la succession, parce que tout ça, c'est une seule chose, la transmission. Et comment ça prend forme techniquement, et justement de manière hyper simple, et j'en suis désolé, parce que ça privera de gagne-pain un certain nombre d'avocats qui aujourd'hui permettent aux 0,1% les plus riches de payer moins de 10% de droits de succession avec toutes les stratégies qu'un système complexe génère. Eh bien, comment ça se matérialise? Eh bien, on dit que, en fait, on renverse la charge de la preuve. On dit tout ça, ça repose sur le récipiendaire, non plus sur le donataire. Et on dit chacun, de 18 ans, enfin, tout au cours de sa vie, a le droit à un abattement de, mettons, 500 000 €. Donc ça veut dire que vous pouvez recevoir des donations ou des successions, des transmissions, d'un peu partout, sans impôt, jusqu'au seuil de 500 000, et à partir de 500 000, vous payez 10%. Voilà, 10%, et c'est tout. Et évidemment, vous éliminez à côté toutes les niches fiscales, type assurance vie. Et paradoxalement, ça fera payer un peu plus les gros patrimoines qui aujourd'hui se sortent sous les 10%. Ça ne changera rien pour la plupart des gens, parce que 85% des gens, en fait, aujourd'hui, ne payent pas de droits de succession et sont sous les 500 000 en question. Et ça permettra, si vous voulez, de rebattre les cartes sans avoir à passer par la redistribution de l'État central, comme le propose, par exemple, la gauche, mais sans avoir non plus à renforcer l'héritage, comme le propose la droite. C'est une manière de rendre la liberté aux gens, la liberté de tester, pour redistribuer de manière plus spontanée le capital dans la société. Et la grande vertu de ça, c'est encore une fois sa simplicité. 500 000, 10%, c'est tout. Vous avez besoin de connaître rien d'autre. Le grand principe du droit, ça sera ça. Un abattement de 500 000, un impôt de 10%, une ligne, tout le monde comprend. Charlotte Dornelas. Mais on comprend dans l'exemple que vous prenez qu'il y a derrière, parce que la simplification des normes, je pense que la France entière pourrait être d'accord, mais c'est assez dépassionné politiquement, au sens positif du terme. Et on comprend dans cet exemple-là de la question de, par exemple, retirer l'idée de la filiation dans l'héritage, qu'il y a un positionnement à la fois philosophique, ça ne nous étonnera pas venant de vous, mais également politique. Et vous êtes un libéral extrêmement cohérent, ça on peut vous le reconnaître. Vous êtes pour la légalisation du cannabis, de la GPA, de l'euthanasie, de la prostitution. Quelle est votre définition à vous de la liberté, et surtout de la liberté individuelle, mais de la liberté collective, parce qu'il y a bien un projet politique. Vous dites je suis de droite et de gauche, ça dépend des sujets, mais il y a quand même une ligne politique et que vous êtes obligé de dire au-delà de la question de la simplification des normes. Alors, d'abord, je pense que la simplification, pour moi, c'est la matrice, c'est-à-dire c'est le cœur d'un projet qui sera un projet en effet libéral, parce que si on ne fait pas ça, tout le reste en fait est juste inapplicable. Deuxièmement, j'essaye de repassionner justement la question de la simplification et de dire c'est pas un sujet fastidieux, c'est pas un sujet technique, c'est un vrai sujet politique. Et troisièmement, sur la définition de la liberté, moi je fais vraiment, je suis un libéral classique, un libéral du XVIIIe siècle, un libéral de la Révolution française, et je ne suis non seulement pas contre le rôle de l'État, mais je pense que l'État a un rôle essentiel à jouer pour émanciper le citoyen dans une relation directe entre l'État et le citoyen. C'est vraiment le modèle de la BCIS, c'est le modèle de notre Révolution, c'est hyper classique. Et la formule magique pour moi, c'est l'État doit donner à l'individu les moyens de son autonomie. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça veut dire qu'il ne doit pas décider à sa place, il ne doit pas lui dire quoi faire, mais il doit lui donner les moyens de prendre une décision éclairée. Les moyens intellectuels, les moyens éducatifs, voire les moyens financiers si on pense au revenu universel. Et surtout les sujets que vous évoquez. L'idée n'est pas d'être des sujets sociétaux, n'est pas d'être pour ou contre telle ou telle pratique. Ça, c'est un sujet moral sur lequel je peux avoir des avis en tant qu'individu, mais qui pour moi ne sont pas des sujets politiques. Le sujet politique, c'est de savoir comment je légalise et régule ces pratiques pour être certain que les gens qui y ont recours le font sans y être contraints, en ayant conscience des conséquences de leurs actes et dans un cadre qui ne nuit pas au reste de la société. Et ce type de régulation,
est plus subtile, plus complexe, quelque part, pardon du mot, en tout cas demande plus d'efforts de la part du gouvernement que simplement la prohibition pleine et entière. Parlons du cannabis. J'ai été au Colorado voir comment se passait la légalisation du cannabis, parce qu'une chose que je fais beaucoup, c'est d'aller sur le terrain voir comment ça se passe, en France et à l'étranger. Bon, eh bien, premièrement, il y a évidemment un gain de sécurité publique qui est immédiat, puisque vous tuez dans l'œuf une grande partie du trafic, et je pense que c'est une réponse assez forte sur la question des cités aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose, on ne peut plus continuer à se mettre la tête dans le sable. Vous légalisez aussi la cocaïne, l'héroïne, tout ce qui constitue le trafic aujourd'hui en France? Non, je m'arrête au cannabis. Et pourquoi? Je m'arrête au cannabis parce que dans les drogues qui sont trop addictives, on passe à une relation qui est quasiment une relation d'esclavage. Je rentre dans des choses un peu techniques, mais le cannabis n'est pas est une drogue qui peut être violente, mais qui n'est pas la plus addictive. C'est moins addictif, c'est moins addictif par exemple. C'est moins addictif, mais il y a quand même des conséquences graves. La cigarette. Oui, mais ces conséquences, encore une fois, alors d'abord, ça dépend des usages. Il y a aussi des usages qui aujourd'hui peuvent permettre, par exemple, de ne pas avoir recours à des produits beaucoup plus nocifs, et je pense aux somnifères hyper chimiques que les gens prennent. Et ensuite, c'est une question de cadre, c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut l'interdire pour les mineurs, voire en dessous de 21 ans, parce que c'est le temps de développement du cerveau. C'est pour ça que je suis aussi pour l'interdiction des réseaux sociaux, d'ailleurs, au moins de 16 ans. En disant, c'est une drogue aussi, c'est addictif, et donc au moins c'est cohérent. Bon, heureusement, ils ne peuvent pas voter pour vous. Le mineur, il faut que la société exerce une tutelle sur le mineur pour lui permettre justement de se forger un jugement autonome. Et donc je suis à la fois, si vous voulez, et je pense que c'est très cohérent, pour l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans et pour la légalisation du cannabis au plus de 18 ou 21 ans, qui savent ce qu'ils font et qui peuvent justement avoir un cadre de santé publique qui traite les addictions les plus graves. Ce qui s'est passé au Colorado, c'est que les gens peuvent se faire soigner quand ils ont des problèmes avec la substance, parce que justement, c'est au grand jour, c'est légal. Et si vous voulez, aujourd'hui, en fait, on fait la politique de l'autruche, on se cache la tête dans le sable, alors que vous avez des millions et des millions de Français qui en consomment, que c'est le plus grand marché européen, qu'un tiers des Français l'a déjà essayé. Parce qu'on n'ose pas affronter le problème. Et voilà, mettre quelque part les vices, avec beaucoup de guillemets, au grand jour, c'est plus courageux et c'est aussi plus généreux, quelque part, que de les mettre dans une arrière-cuisine où plus personne ne les regarde et où, du coup, ceux qui en sont les plus victimes en pâtissent encore davantage. Alexandre. Oui, Charlotte l'a dit, vous êtes extrêmement cohérent, vous êtes un libéral, mais aussi bien sur le plan économique que sur le plan des libertés individuelles. Et sur la question des libertés individuelles, j'aimerais vous poser la question, je sais que vous êtes favorable, par exemple, à la liberté des femmes de porter le voile et peut-être même la burqa. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une contradiction dans cette vision de la liberté, où ceux qui sont pour la liberté individuelle à tout prix font finalement le jeu, sont les idiots utiles de ceux qui sont contre la liberté et qui veulent finalement supprimer la liberté des femmes? Écoutez, sur la liberté de porter le voile, d'abord, elle existe aujourd'hui, ce que je sache. Et c'est intéressant que vous y fassiez allusion comme si c'était interdit. Mais non, c'est parfaitement légal aujourd'hui de porter le voile en France. C'est légal de porter le voile à l'université, parce qu'on considère que les gens qui vont à l'université sont des grandes personnes. Et c'est interdit, et c'est bien logique, de porter le voile à l'école, parce que là, l'État exerce naturellement cette tutelle pour essayer d'émanciper les enfants de toutes les influences, de toutes les communautés, pour qu'ils fassent ensuite leur choix quand ils deviennent adultes. Et je pense que, si vous voulez, qui régule les aspects vestimentaires? Eh bien, ce sont précisément les pays, c'est l'Arabie Saoudite qui interdit de ne pas porter le voile. Et quelque part, la force d'une société ouverte comme la nôtre, c'est de dire, vous avez le choix. Bien sûr, on va mettre en place les moyens, à commencer par l'école. Je pense que la grande réponse au problème culturel que nous vivons, c'est l'école, 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 l'école. Aujourd'hui, le financement de l'école dans les quartiers les plus durs est encore inférieur au budget des écoles publiques des beaux quartiers. C'est absolument anormal. On n'a pas fait un dixième de ce qu'il fallait faire pour renforcer l'école, parce que c'est l'école qui est le moyen de l'émancipation. C'est un discours classique, encore une fois, c'est un discours d'état de droit. Et que c'est comme ça qu'on va traiter le problème, et c'est pas en essayant d'en supprimer les conséquences les plus visibles, c'est pas non plus en, quelque part, se substituant au jugement de ces femmes qui, pour certaines, ont fait un choix parfaitement conscient et qui correspond peut-être pas à nos codes, à vos codes, mais qui correspond à leurs valeurs. Qui va au-delà de la liberté individuelle. C'est exactement là-dessus que j'allais réagir. Voilà. Il y a la question à la fois de la moralité. Donc, si vous êtes président de la République, puisque vous nous expliquez qu'il y a des lois qui se feront ou des simplifications qui ne seront pas sur un terrain moral, c'est que vous prenez
c'est votre lecture de la moralité des choses qui gagne. On est d'accord ? Non, parce que moi, je ne fais pas de lecture morale, justement. Ah mais si, il y a forcément une lecture morale sur certaines choses. Aujourd'hui, dans une société précisément pour vivre en commun, la première raison de l'interdiction du meurtre, elle est initialement morale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres raisons. Parce qu'on nuit à autrui, c'est quand même pas très compliqué. Bah non, mais on peut très bien se dire que la prostitution, il peut y avoir une lecture morale qui dit ça nuit à la personne qui se prostitue, la non, mais liberté. justement, c'est la question. Mais les deux questions sont tout à fait différentes, puisque d'un côté, il y a ce qui est la première des évidences, protéger les gens contre autrui, contre un danger extérieur, et l'autre, ça n'a rien à voir, c'est protéger quelqu'un contre lui-même. Et je pense qu'en effet, c'est pas le rôle de l'État de protéger les gens contre eux-mêmes. Bah, et c'est d'ailleurs la définition. C'est d'ailleurs la définition. 18-21. C'est d'ailleurs la définition de la liberté dans la Déclaration des droits de l'homme, article 4, la liberté ce qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, donc y compris ce qui me nuit à moi-même. Et je pense que cette idée-là, qui est aujourd'hui explicitement énoncée par Jean Castex, qui se permet de dire il faut protéger les gens contre eux-mêmes, et donc il faut les traiter comme des enfants. Il le dit, je les traite comme mes enfants. Eh bien, c'est ça en fait. Ce paternalisme-là qui engendre toutes ces normes surabondantes, qui fait qu'il faut mettre les gants homologués comme scie à moto, qu'il faut mettre des pneus neige dans tel département à partir de telle date, etc. Parce qu'on protège les gens contre eux-mêmes et qu'à la fin, on finit dans une société où juste les gens craquent. Les gens sont en train de craquer. En une seconde, parce que j'entends la petite musique, mais je reprends la réflexion d'Alexandre, c'est que votre conception de la société, on est d'accord, c'est une somme d'individus et il n'y a plus rien qui est conservé par l'État sur le terrain culturel ou moral qui soit collectif et donc imposé à tous parce qu'on est en France. Mais c'est comme ça, justement, qu'on va constituer une nation. C'est en laissant aux gens de quoi s'accomplir eux-mêmes qu'ils vont d'autant mieux constituer ensemble des valeurs communes, des valeurs collectives. Regardez par exemple l'Alsace-Moselle. Les Alsaciens, ils ont un droit complètement différent du nôtre. Droit des assurances, droit bancaire, droit des successions, sécurité sociale, laïcité, etc. Est-ce qu'ils se sentent moins français ? Non. Et ça veut dire quoi ? Parce qu'on les laisse vivre